Bruxelles, 1927. À l'époque, la toile d'un jeune artiste ne fait pas vibrer le public. Peu s'en faut. Depuis, elle est devenue l'un des fleurons du musée d'art moderne de New York. C'est L'assassin menacé de René Magritte. Peinture à l'huile de taille relativement importante, 1,50 m sur 2 mètres. On y remarque une recherche de traitement de perspective par l'étirement du parquet reliant les différentes portions qu'on pourrait appeler pièces. Composition qui laisse l'imagination libre. Est-ce une vraie fenêtre ou une vitrine? Ces montagnes nues et ce ciel sans nuages équilibrent les volumes intérieurs, mais sont-ils réels ou sortis d'un fantasme de claustrophobe? Des meubles posés là comme par hasard, un canapé, une chaise, une table, un gramophone. Pas de tapis, pas de tableau, pas de pendule. Le temps est inexistant. Et cette femme nue, existe-t-elle en dehors de son foulard et du sang figé qui a glissé des lèvres? Et ce jeune homme élégant qui dédaigne de la regarder, arrive-t-il? Part-il? A-t-il seulement remarqué derrière lui ces présences inquiétantes qui paraissent les pieds? Pas plus semble-t-il que les deux hommes dissimulés derrière les cloisons et dotés d'armes désuètes. Mise en scène étrange qui ouvre la porte aux rêves morbides. Les personnages figés se ressemblent par leurs poses et leurs gestes immobiles. La netteté et la sobriété des couleurs enfoncent notre impression plus avant dans le subconscient. On finit par croire à des silhouettes de carton collées sur des arrière-plans clairs et unis. L'artiste a su aussi jouer avec les lumières, cru dans l'entrée, contrastant les zones d'ombre, jouant une sorte de prélude avant de nous autoriser à pénétrer dans la pièce principale où, et ce n'est pas par hasard, la chaise chargée des affaires de l'homme au gramophone jette un voile distordu par rapport aux autres. En règle générale, notre œil, accroché par le premier plan, n'aborde le second que par la suite. Là, la reptation subtile des lignes claires et des taches sombres qui, en finalité, se diluent dans une clarté diffuse, crée la sensation d'une menace vers laquelle on avance sans pouvoir s'en défendre. Reste la morte qui projette une ombre contrariée, comme si l'ombre de l'au-delà était inversée par rapport à celle d'ici-bas. Contrastant avec le noir et le blanc du jeu ombre-lumière, des couleurs brillantes éclairent le centre du tableau. Le rouge d'amour et de sang, le jaune du don de soi-même jusqu'au sacrifice, et le bleu, couleur folle des reclus, pétrifiés à jamais. Notez que le jeune homme a choisi une cravate bleue. Arbore-t-il l'emblème d'une vie figée pour toujours? Par contre, les deux hommes, à l'air menaçant, se retirent sous des vêtements noirs et blancs. Les observateurs aussi, et derrière eux, se profilent des tonalités imprécises et pâles dans un paysage rappelant la lave, la glace et la neige. Une nature immobilisée dans le dessèchement de la mort, mais quand même chapeautée par le ciel bleu, si cher à l'homme. Que s'est-il passé dans ces espaces successifs? Que risque-t-il d'y advenir encore? Quels ont été ou quels sont encore ces individus? Quels liens les ont reliés ou les relient encore? Bien sûr, la femme nous intrigue plus que tout autre. De quel milieu sort-elle? Travaillait-elle?
A-t-elle eu un mari, des enfants, un amour secret? Quelle était sa vie? Était-elle une de ces élégantes qui, dans les années 20, dansaient follement sans connaître la fatigue, du moins en apparence? Appartenait-elle à cette société dite de luxe, que l'on n'appelait pas encore société de consommation, bien qu'elle brûlât la chandelle par les deux bouts? Ou était-elle une de ces girls, la deuxième à gauche peut-être? En ces temps où la fièvre de l'essor industriel et économique dévorait toutes les forces humaines, faisait-elle partie de ces fourmis laborieuses dont on se demande encore où elle trouvait le temps d'être mère? Restait-elle en retrait dans le nid douillet de son foyer, ou était-elle contrainte de rendre douillet le nid d'une femme mieux nantie? Le carcan de la pauvreté la ligotait-elle avec tant d'autres? Rejetons ces tristes hypothèses et tentons d'imaginer ces autres vies possibles. Pourquoi pas celle d'une vedette comblée, ou celle d'une femme luttant contre des siècles de relégation et voulant qu'éclate au grand jour son intelligence scientifique ou politique? Avait-elle modernisé sa coiffure traditionnelle? S'était-elle rebellée contre le cliché de la femme courtisane, intrigante dans l'ombre, admise le temps d'une beauté fugace et rejetée ensuite? La mode avait-elle été pour elle une sorte d'ukase aveuglément admis, ou au contraire un puits de révolte contre l'humiliation de voir la femme devenir un jouet pour l'homme, passive, soumise, disponible en permanence, la poupée désarticulée dont la publicité commençait à se repaître? L'image de la femme séduction, lancée sur le marché par les publicistes, a été radicalement balayée par les artistes des années 20. Tamara de Lempicka, par exemple, a peint un nouveau type de femme, émancipée, fière, jusqu'à la provocation. Le costume de sport, d'une coupe très masculine, lui confère une détente arrogante, une classe de dominatrice, en avance sur son temps, certes, mais sachant mouiller le regard d'une certaine mélancolie. Mélancolie feinte ou réel regret du temps des fanfreluches? La coiffure également s'est virilisée, mais d'une manière discrète, sans perdre tout à fait de cet attrait qui galvanise les hommes. Cette femme de Christian Schad illustre avec éloquence ces états d'âme encore balbutiants. Le regard tranquille reflète la sûreté de soi que donne une indépendance si nouvellement acquise. Animé par le même esprit, Fernand Léger interprète le nu qu'il dégage de sa gangue de convoitise sexuelle. Magritte s'isole. Pour lui, la femme est tantôt un mystère cruel qui dévore une innocente victime. Et tantôt, elle devient elle-même victime de la brutalité du mal transformé en monstre. Devenue objet de plaisir, sa souffrance ravive les désirs sadiques inavoués, mais aussi prompt au réveil qu'un volcan endormi. Ce visage dû à Magritte est presque choquant. Là, la femme n'est qu'un sexe. Toute âme a disparu au profit des zones érogènes. Sur d'autres tableaux, comme celui-là, il jongle avec les rapports tête-corps. En d'autres termes, il dissocie raison et sensualité, pensée et sensation, esprit et sentiment. À l'en croire, l'équilibre des facultés mentales et des pulsions physiques n'existerait pas chez la femme. En déboîtant une femme gigogne, l'homme se recrée l'idéal de la polygamie. On retrouve ces fantasmes d'une époque en pleine crise d'état d'âme dans L'Assassin menacé. La femme n'y est représentée que comme une enveloppe charnelle et sans vie. Le corps même, dans ses proportions, apparaît inhumain, trop étiré, moitié mannequin de cire, moitié poupée baudruche. Objet d'assouvissement pour un désaccès honteux de l'être. Au fait, est-elle vraiment morte? Seulement blessée ou endormie? Ou jouant une macabre comédie? Non, l'écharpe dissimule en partie que la tête est détachée du corps. Curieuse réminiscence, cette écharpe. Quand le peintre avait 14 ans, sa mère s'est suicidée. Lorsqu'on l'a retirée de la rivière, un voile enveloppait son visage mort.
Des traces de ce traumatisme se retrouvent fréquemment dans l'œuvre de Magritte. Les liens affectifs qui relient un fils à sa mère sont si évidents, et cela de tout temps, que l'obsession, peut-être inconsciente du peintre, s'explique d'elle-même. Recherche-t-il l'image de cette mère trop tôt disparue dans une femme idéalisée qu'il rêvait d'aimer un jour? Une femme qui ose violer l'impénétrable de la forêt, de ses feuilles, mortes peut-être comme elle, qui se fige, immobile, sous le couvert sans doute rassurant des futaies. Une forêt n'est jamais muette, elle appelle, elle commande, irrésistiblement. Ouvre tes mains, referme-les. L'envoûtement, le retour aux sources vives. La terre elle-même vibre au son d'on ne sait quel orchestre de l'au-delà. Tout est visible, mais impalpable. C'est le rêve ou le cauchemar, avec ces colonnes noires qui sont peut-être des arbres ou des esquisses de troncs morts depuis déjà longtemps. Mais la femme est à l'aise dans ce monde fantasmagorique, sans peur, sans inquiétude. Pourquoi aurait-elle peur? La forêt et elle ne font qu'une. Cheveux roux fanés, feuilles mortes tombées, quelle harmonie. Tandis que la nuit se fond dans l'aurore triomphante. Laissez votre imagination vagabonder sur la vie de la morte, qui ne vous livrera rien de ce qu'elle fut. Ce jeune homme nous en dévoilera-t-il plus? Est-ce lui l'assassin? Il n'appartient pas à la race dynamique de son époque. Il est à part. Peut-on pour autant en faire un innocent? Bien que la position sociale de la femme ait indiscutablement évolué, l'homme conserva le prestige de la force dominatrice qu'il avait toujours eue. Même la femme émancipée, qu'est Tamara de Lempicka, peint le mal accompli dans sa réussite professionnelle. Elle souligne volontairement sa puissance, allant jusqu'à choisir comme sujet un médecin qui tient entre ses mains la vie du patient et sa mort. L'homme de science rejoint presque Dieu qui peut reprendre le souffle qu'il a donné. Dans cet autoportrait, Christian Schad, conscient de sa propre grandeur, la transmet, l'hypertrophie par le biais d'une ironie sous-jacente,
Narcisse se voit irrésistible. Cette couture dans sa chemise ressemble à une plaie grossièrement suturée. Mais la blessure ne serait que superficielle, et la présence du vêtement n'est là que pour souligner la nudité de la femme. Nudité qui évoque son état de non-défense et l'inégalité dont elle va faire les frais. Cet autre homme, imaginé par Fernand Léger, affiche un air satisfait. Il semble goûter un repos mérité. Peut-être a-t-il beaucoup vécu, beaucoup vu ou beaucoup souffert. Mais là, confiant, il ne regarde que l'avenir. Le simple mécanicien gravit l'échelle sociale suivant la marche victorieuse des mouvements ouvriers irrésistibles. Cet autre homme encore, de René Magritte, au regard profondément intelligent, s'approche-t-il de la réponse à une mystérieuse question? Est-ce un surhomme qui peut se faire valoir sans la présence comparative d'une poupée érotique qu'on trouve sur une autre toile, la femme du même artiste? Encore une composition de Magritte. Rien que des visages, pas de corps. Le même visage de base sur lequel l'auteur a brossé des variations, jouant avec la lumière, qui n'éclaire que ce qui rend l'être intéressant, son intelligence, ses idées, la magie de son pouvoir créateur. Mais que devient une petite tête d'homme lorsqu'un énorme corps féminin menace de l'écraser? Depuis ces années où la femelle s'est imposée dans la vie publique, elle a pris conscience de sa propre sexualité. La galanterie masculine ne la touche plus, ou à peine. Quelle provocation pour le mal. Et aussi, quelle menace. Visiblement, Magritte n'échappe pas à la peur de cet être nouveau, mi-vampe, et pourquoi pas vampire, mi-adoratrice de dieux sanguinaires auxquels elle offrira les sacrifices de l'accouplement. Le 7e art fascinait Magritte. Au cinéma bleu, la salle obscure qu'il fréquente avec assiduité, il trouve dans les films d'horreur une inépuisable source d'inspiration. Et la pellicule devient tableau. Mais ici, qui est l'assassin? Qui le menace? Le titre donné à l'œuvre nous permet-il de cerner la situation? Nous égare-t-il sciemment? Film d'horreur, roman policier, publication à 2 sous, tout intéresse Magritte. Tout le distrait, lui permet de prendre du recul et de démystifier les conflits sociaux qui secouent le monde. Le problème d'un individu ne pose plus la dimension du problème des masses. Curieux auteur tout de même. Il transpose tout dans l'étrange, l'impénétrable. Et il ne craint pas de choquer les esprits bourgeois en affichant son penchant pour le tueur brutal. Il veut renverser les idoles d'une société qui admire son propre nombril, éberluée qu'elle est par les progrès de son évolution. Rimbaud écrit « Changez votre vie », tandis que Karl Marx pousse l'idée jusqu'à « changer le monde ». Fantomas devient l'archétype de la révolution surréaliste. Roi de la terreur ou gangster, les moins scrupuleux doivent dominer.
Pour l'aider, l'archange vengeur possède des dons surnaturels, passe-muraille, ubiquiste, insaisissable. Seul Madoror le surpasse grâce à son pouvoir de se métamorphoser en homme-poisson, ombre ou autre monstre. Georges Gross est plus attiré par l'analyse criminologique que par les fantasmes de l'imagination. Son fusain se livre ici à ce qu'on peut appeler l'autopsie d'un crime. Il utilise les mêmes éléments que Magritte pour reconstituer une scène presque semblable. Et pourtant, quelle différence. Le crime de l'Ackerstrasse illustre un acte désespéré comme il en existe tant dans les métropoles. Cet être, un pauvre hère, ne réalise manifestement pas le forfait qu'il vient de commettre. Rudolf Schlichter, lui, décrit le milieu apache. Ce couteau scintille-t-il dans la main de Jacques l'Éventreur ou dans celle d'un de ces professionnels du crime qui hantaient les bas-fonds? Paul Althaus a composé une chanson sur ce thème. Si on coupe la tête de cette nana, personne ne la reconnaîtra. Et ce n'est pas tellement difficultueux. Le compliqué, c'est le découper des abattis, surtout avec une hache, un rien rouillé. Demain, elle n'aura plus besoin d'aller au bureau. C'est peut-être beaucoup mieux comme cela. Récemment, j'en ai tué une. Elle n'a pas crié, pas tremblé. Elle s'est moquée de moi quand je lui ai collé le surin dans le bide. Elle n'a pas pleurniché dans les bras du bon Dieu. Elle s'est repliée, d'un coup d'un seul, et puis je me suis senti frustré dans ma joie. Magritte aussi découpe la femme en morceaux, mais d'une façon plus onirique. Il répand moins de sang et plus de paix. Il conserve l'homme élégant et immaculé, c'est son reflet. Pourtant, il donne à ces deux sujets une vague ressemblance, qui peut laisser croire qu'ils sont à la fois tueurs et tués. Un an plus tard, Magritte repose la même question avec encore plus d'insistance dans Jour gigantesque, que nous voyons là en détail. Une femme écrasée par une lumière crue, impitoyable. Elle tente de mobiliser ses ultimes forces pour se défendre. Déjà, son bassin est enserré. Son assassin la tient désormais à sa merci. Derrière elle, l'ombre pesante l'attend pour la précipiter dans les abysses d'un néant extraterrestre. Voilà l'homme qui renaît de son corps figé par ce qui était peut-être un temps arrêté. Est-il fantôme, mirage ou magicien de la métempsychose qui a volé une âme pour retrouver la vie? Reste la femme, persécutée par la brutalité du quotidien à laquelle elle se heurte sans presque de préparation et qui l'affecte en profondeur. Mais quel refuge lui reste-t-il? L'ancestrales sont chez elle, mais désormais, elle devra verrouiller la porte. La peur a dû habiter l'homme depuis la nuit des temps. Elle fait encore partie de notre patrimoine génétique. Qui ne frissonne pas devant les titres des journaux annonçant les catastrophes, cataclysmes, crimes et autres exactions de la nature, qui ne s'est mise en folie que pour notre seule insatisfaction? Comment le monde peut-il se croire en sécurité? Ils excitent l'imagination, ces deux hommes postés dans l'entrée. Quelle étiquette leur attribuer? Gardiens, policiers officiels, détectives privés? En tout cas, qu'attendent-ils pour se précipiter sur l'assassin? Autre hypothèse, peut-être devraient-ils s'appréhender eux-mêmes? S'ils changeaient de place ou de costume, ne pourrait-on pas intervertir les culpabilités? Débridons nos imaginations. L'un d'eux a-t-il été l'amant? L'autre, un ami de passage qui a mal choisi son jour pour rendre visite?
Ne sont-ils qu'une résurgence du passé, munis d'armes archaïques? Les engins de mort ont fait de nos jours bien d'autres progrès. Mais aussi primitives que ces armes puissent paraître, elles n'en procèdent pas moins de la même cruauté. Ne serait-ce pas triste de les voir tels des soldats de l'ombre prêts à utiliser la violence contre la violence pour préserver la forme de paix qu'ils croient être la bonne? Moins triste peut-être serait de les croire détenteurs de la vraie traduction du serment d'Hippocrate, qui recommandait d'atténuer les affres de l'incurable. Pourquoi l'assassin ne serait-il pas un de ces meurtriers du clair de lune, échappé d'un asile et qu'on enfermera de nouveau au nom de la sécurité générale? Peut-on utiliser tous les moyens pour museler qui ose parler? Si nécessaire, ce sera la camisole de force, les piqûres calmantes et l'ablation d'un quelconque lobe du cerveau jugé responsable des errements du patient. À la réflexion, c'est l'immobilité de ces personnages qui les rend insolites, donc dangereux, voire menaçants. Plongés dans un tel contexte, qui resterait de marbre comme eux? Ils déroutent toute logique, sauf pour Magritte, qui se garde bien de tomber dans la facilité chère aux feuilletonistes de son époque. Il n'aurait sûrement pas donné une telle importance à des détectives ou à des agents secrets. En tout état de cause, chaque être porte en soi la potentialité de devenir criminel ou victime. Et l'auteur ne prend pas parti, comme s'il ignorait lui-même le destin des êtres qu'il enfante. Savait-il seulement quel rôle jouaient ces autres hommes, eux, à l'extérieur? Témoins, voyeurs, assassins se repaissant de l'odeur du sang? Inquiets toutefois, guettant, redoutant une arrivée inopportune. Eux non plus ne pénètrent pas dans la pièce, mais ils interdisent toute fuite vers l'extérieur. Comme les deux autres, ils bloquent les issues. Figure-t-il cette majorité silencieuse, d'où surgissent les dénonciateurs anonymes? Ceux qui voient, enregistrent et se souviennent? Si oui, la loi sera content d'eux. Eux qui, brusquement, se relèvent dès que s'étalent sur la place publique les machinations jalousement gardées en ces vases clos que sont les chambres du crime. Et la grande rafle se met alors à frapper aveuglément. Le phénomène s'est produit après la Première Guerre mondiale. Les mœurs se relâchent, l'échelle des valeurs est bouleversée. On punit sans distinguo l'accusé politique, le dément, le vrai criminel. Les peines sont sévères, quand le verdict n'est pas la condamnation à mort. On soupçonne même que certaines vengeances personnelles s'assouvissent sous couvert de justice. Et les méthodes de répression se durcissent encore lorsqu'il s'agit de punir non plus un individu isolé, mais un groupe qui s'écarte des soi-disant normes. Pour Magritte, un meurtrier n'est qu'un homme qui défend sa liberté menacée, un être qui refuse l'hypocrisie régnante. Les surréalistes réclament à grands cris « Ouvrez les prisons », car il n'existe pas de criminels tels que définis par le droit commun. Les méthodes de répression sociale sont à proscrire. De son côté, Bertolt Brecht ironise dans une chanson. L'homme n'est pas bon. Alors tape-lui dessus. Et si tu lui tapes dessus, peut-être deviendra-t-il meilleur. Car dans cette pauvre vie, l'homme est mauvais. Alors pour le rendre meilleur, tape-lui dessus. Même un assassin récidiviste, comme le fut Joseph Vacher, n'est pas pour Magritte un criminel, mais une victime de la société déshumanisée. Pour un peu, il entrerait même dans la mythologie moderne des héros, puisque ses exactions sont autant de coups portés à la sournoise morale bourgeoise. Ce serait Vacher, devenu musicien après avoir commis une sanglante série de meurtres avant son arrestation, qui aurait inspiré l'auteur de L'assassin menacé.
Magritte devait se libérer des sordides réalités quotidiennes par le sang, tels les primitifs offrant des sacrifices aux dieux pour gagner leur bonne grâce. La musique aussi joue un rôle. Elle jette un pont invisible, reliant la réalité et l'onirisme. Cette hallucination visuelle qui protège du quotidien, comme elle semble protéger la salle mortuaire de l'intervention des deux inconnus. Mais l'invisible barrière, ainsi créée, résistera-t-elle? L'homme au gramophone doit en douter, puisque son par-dessus, son chapeau et sa valise sont prêts pour un départ précipité. Une fuite, un voyage d'affaires, des vacances, une évasion vers l'exotisme, une réponse à l'irrésistible appel de l'aventure, la quête de l'oubli. Attention, messieurs, dames, les trains venant de Bruxelles Centrale à destination de Paris-Nord par Tourcoing, Lille-Roubaix, avec le retard de 20 minutes. Est-ce courage ou lâcheté de ne pas prendre la route? De ne laisser partir que son imagination en laissant son corps chez soi? Pour Magritte, le choix est fait. Il sera l'explorateur immobile d'Utopia, pays imaginaire qu'aucun chemin n'a jamais permis d'atteindre. Magritte lui-même s'égare, il avance dans des paysages démentiels, il traverse des villes hostiles, il découvre des villages écrasés par l'ennui. L'architecture ressemble aux stèles funéraires. Où se trouvent les hommes libres, s'ils ont vécu? Qui a défiguré la nature? Les voyages intemporels du peintre basculent dans un cauchemar engendré par le heurt titanesque de deux mondes, l'extérieur et l'intérieur. Ces créations de Magritte ont été influencées par Giorgio de Cherico, volontairement libéré depuis 1918 de ce qu'il appelait une virtuosité picturale qu'il jugeait inutile. L'œuvre de Cherico présente des formes moins tourmentées que celles des autres surréalistes. Les couleurs y sont franches. Pourtant, les volumes sont difficiles à saisir, tant l'univers intérieur du peintre s'enchevêtre avec le monde extérieur. Ici et là apparaissent des objets surgis d'on ne sait où. Silence et solitude sortent de l'âme de l'auteur qui ignore le temps. Mais les lieux abandonnés, les trains immobiles, les pendules en sommeil reprennent vie sous le coup de baguette de l'imagination. Louis Kutener voyage d'une manière si personnelle qu'il en surprend ses amis. Il les influence même. Magritte en tout premier. En automne 1927, Magritte voyage enfin. Et physiquement cette fois. Lui, si sédentaire, si bourgeois, effectue le trajet Bruxelles-Paris. Il se fixe dans ce qui était encore un village banlieusard de la capitale française, le Perreux-sur-Marne. Georgette, son épouse adorée, bien que critique impitoyable, est son modèle. Il l'étudie et la réétudie sans cesse. À Paris, Magritte établit très vite le contact avec les chefs de file du mouvement surréaliste. À ses débuts, ce nouvel art avait été défini et mené par les littérateurs plus que par les arts de création. Les peintres faisaient figure de marginaux quand André Breton lança son manifeste en 1924. Magritte n'assiste ni aux lectures dans les cafés, ni aux rassemblements. Les publications remplies d'idées vaguement sadomasochistes et ne recherchant que l'effet choc l'intéressent de moins en moins. Il préfère cultiver sa propre révolte intellectuelle dans la solitude de sa pièce de séjour. Il dissèque l'image, le dessin, le texte. Son problème est de découvrir si l'objet réel et sa projection sur la toile correspondent assez pour n'utiliser qu'un seul support. Un exemple, entre autres. Cette pipe dessinée par Magritte. Elle devint le sujet de la phrase la plus typique de l'art moderne. Ceci n'est pas une pipe. Pourtant, on identifie l'objet sans la moindre hésitation. Seule différence avec une vraie pipe, on ne peut ni la prendre en main, ni la fumer. La chose dessinée ne représente que le symbole de son modèle. Et le symbole engendre de nouvelles images, d'autres pensées, et pour certains, des fantasmes.
Pour Magritte, seul Fantomas possède en soi autant de symboles que la fameuse pipe. Il est élégant, bien qu'assassin. Il se masque, bien qu'il sache, si besoin est, se dissoudre dans une nuée bleutée. Et l'on atteint le terme du long voyage. Or, le génie de Magritte n'incite-t-il pas nos esprits à repartir vagabonder? Quel lointain rivage ce jeune homme a-t-il pu découvrir sans avoir quitté la pièce? Qui est-il pour réaliser une telle prouesse? Est-il un somnambule sous un bec de gaz qui a fait entrer la rue dans le salon? Est-il le voisin, un brave bourgeois qui prend plaisir à lire son journal? Quelques secondes passent et le solide bonhomme se dilue dans les airs. Et s'il n'était qu'un mystificateur qui saurait prouver qu'il était absent à l'heure du crime? À moins que, méditant sur la virginité d'une page blanche, il n'ait découvert la clé de l'énigme suprême. Il pourrait tout aussi bien être un amoureux qui refuse de dévoiler son secret et finit étouffé par sa passion. Il pourrait aussi être l'obsédé sexuel brutal qui aurait été assouvir ses instincts sadiques, refoulés depuis une enfance pleine de frustration. Coupable ou innocent, a-t-il conscience des risques qu'il court si les autorités le prennent dans leur ligne de mire? Car l'État despote est le maître suprême d'un appareil répressif, outillé pour punir quiconque enfreint ou semble avoir enfreint la loi. C'est un système qui paralyse l'action sans extirper l'abcès profond de la délinquance. Cet assassin menacé est peut-être la synthèse de tous les hommes. Et pourquoi pas Fantomas? Au cas où ce serait lui, les deux veilleurs ne devraient-ils pas l'assommer pour endormir ses pensées? Car même la pensée possède une force destructrice dangereuse pour l'ordre établi. Mais ne nous fions pas aveuglément au titre de l'œuvre. Magritte est un redoutable poseur de pièges. Il aime égarer pour retarder ou distordre notre compréhension. N'oublions pas qu'il a également écrit des romans policiers complexes, pleins de fausses pistes et de points de suspension qui ouvrent la porte à une multitude d'interprétations. Le commissaire Juve enquête seul. Il ne fait confiance à personne. Caché sous les arbres, il peut voir le château et les cimes couvertes de neige. Il a patiemment attendu la noirceur de la nuit. Maintenant, il peut agir. Prudemment, il se glisse plus près, passe la porte grinçante. Juve suit la piste de Fantomas depuis longtemps. Il marche sur les lames cassées du parquet recouvrant un mystérieux couloir. Il se guide en effleurant du bout des doigts la surface des murs glacés. Soudain, un courant d'air chaud le frappe au visage. Il avance dans sa direction. Ses yeux s'accoutument à l'obscurité. Juve découvre devant lui une porte close. Il ôte son manteau qu'il enroule autour de son avant-bras gauche. Il dégaine son revolver. Après avoir enfoncé la porte, il constate l'inutilité des précautions qu'il a prises. Fantomas est là, sous ses yeux. Il est plongé dans un profond sommeil. Juve se hâte de ligoter le dormeur. Excité par un excès de joie, il lui parle. Fatale erreur. L'homme ligoté se réveille, se redresse. À partir de cet instant, il n'est plus prisonnier. Juve a encore échoué. Pour renverser la situation, il ne lui reste qu'une solution, s'introduire dans un des rêves de Fantomas. Il doit parvenir à s'identifier à un des fantasmes de l'adversaire. Dans le même esprit, les deux guetteurs du tableau devraient franchir la frontière de l'univers onirique auquel ils se heurtent.
Les policiers et leurs proies s'y rencontreraient peut-être. Mais les représentants de l'ordre n'y perdraient-ils pas le sens de leur mission? Ils doivent courir le risque. Une fois entrés dans la pièce, ils seront pris dans les raies de la magie, ce monde multidimensionnel. Jusqu'alors, ils n'ont vu que ce qu'ils devaient voir, et froidement, le crime. Ensuite, ils sortiront de la logique, et sous la poussée de l'irrationnel, ils risqueront de s'égarer trop près de soleils inconnus, et tel Icare, de s'y perdre. René Magritte a vécu de 1898 à 1967. L'œuvre clé qui a tracé son cheminement surréaliste date de 1927 et c'est justement cette toile célèbre, L'assassin menacé.